Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews Europe 1. Vous êtes eurodéputé La France Insoumise. Lors de son allocution hier soir, le président de la République, Manon Aubry, d'abord il a appelé à l'âme de la nation. Il a affirmé que nous n'allons pas toucher les fameux dividendes de la paix. Et surtout sur un ton grave, il a dit que nous étions entrés dans une nouvelle ère où la Russie nous menace directement. Est-ce qu'il a raison sur cette menace ? La Russie est une menace, c'est évident, c'est une menace pour nos démocraties qu'ils essaient de déstabiliser, c'est une menace pour l'Ukraine de manière immédiate, raison pour laquelle il faut trouver une issue diplomatique le plus rapidement à cette guerre. Mais ce que je retiens de l'intervention d'Emmanuel Macron hier, c'est qu'il a surtout préparé les esprits à une économie de guerre. Il a dit sur un ton extrêmement grave qu'il faudra faire des sacrifices, qu'il faudra faire des réformes structurelles pour financer la guerre. Donc moi, je pose la question ce matin. S'il refuse d'augmenter les impôts des plus riches pour financer la guerre, alors quels vont être les sacrifices sociaux qui vont en découler ? Est-ce qu'on va demander aux Françaises et aux Français de travailler jusqu'à 70 ans comme le veut le président du MEDEF ? Est-ce qu'on va prendre de l'argent dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans notre système de protection sociale ? Et vous voyez, en cela, moi je ne suis absolument pas d'accord et j'observe qu'il y a toujours de la flexibilité budgétaire quand il s'agit de dépenses militaires, mais pas quand il s'agit de financer nos besoins. C'est sur l'économie de guerre, mais je note que vous dites aujourd'hui que la Russie est une menace directe pour l'Europe et la France. J'ai dit que la Russie était une menace pour nos démocraties, est une menace pour l'Ukraine. Ce n'est pas une menace militaire aux portes de l'Union européenne. Je pense qu'il faut une raison gardée dans la manière d'apprécier nous-mêmes par la Russie. Je viens de vous dire que la Russie est une menace pour l'Union européenne, elle est une menace pour la paix, elle est une menace pour nos démocraties. Ce n'est pas une menace militaire aux portes de la France. Emmanuel Macron a aussi insisté, Manon Aubry, sur le fait que la paix ne doit pas être synonyme de capitulation pour l'Ukraine. Et dans le cas d'un accord, je précise, s'il y a un accord de paix, eh bien, il envisage, c'est une hypothèse, des troupes européennes sur le sol ukrainien pour le maintien de la paix. Dans de telles conditions, est-ce que vous y êtes favorable ? Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Avant qu'il y ait une force de maintien de la paix pour s'assurer des conditions de sécurité mutuelles qu'il ne faut pas exclure, il faut d'abord un accord de paix. Et honnêtement, hier, Emmanuel Macron aurait presque dû présenter des excuses. Qu'a fait la France ? Qu'a fait la France ? Qu'a fait l'Union européenne depuis 3 ans ? D'abord, ils ont pensé qu'il y avait une issue militaire à cette guerre. Vous le voyez comme moi, qu'au bout de 3 ans, il n'y a pas d'issue militaire à cette guerre. Ensuite, ils s'en sont remis aux États-Unis d'Amérique pour essayer de trouver une solution à la guerre. Et enfin, ils se disent peut-être qu'il faudra envisager une issue diplomatique. Mais que de temps perdu. C'est 1 million de morts qui sont morts sur le front ukrainien parce que la France et l'Union européenne se sont contentés d'un soutien financier qui était nécessaire et bienvenu, mais ont refusé les issues diplomatiques. Un soutien financier et donc militaire bienvenu, mais pour lequel, quand même, les députés de la France Insoumise ont voté contre. Non, c'est faux. Sonia, en mars 2024, les députés LFI ont voté contre la livraison d'armes. Il faut être précis. J'ai voté au Parlement européen et c'est essentiellement là que ça se joue. Plus d'une trentaine de résolutions en faveur du soutien, y compris d'un soutien financier à l'Ukraine. Mais nous avons toujours dit que l'envoi d'armes... non mais pardonnez-moi, pour être objectif. À l'Assemblée nationale, j'y arrive, il y a 2 raisons pour lesquelles nous n'avons pas voté ce texte. Le premier, c'est sur l'envoi d'armes de longue portée qui ferait de nous des co-belligérants. Nous avons toujours dit que nous étions favorables à un soutien militaire à 3 conditions. La première, qu'il y ait un débat démocratique. La deuxième, que ça ne touche pas en profondeur le territoire russe. Et la troisième, que ça ne grève pas nos propres capacités nationales. Et donc ces 3 conditions n'étaient pas remplies. Par ailleurs, nous n'étions pas favorables à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. C'est les 2 raisons pour lesquelles... Et sur cela, vous tenez encore, mais oui, je tiens encore parce que ça créerait du dumping social, environnemental. Je veux dire, en Ukraine, on produit du poulet 4 fois moins cher qu'en Europe. Donc évidemment, pour nos agriculteurs, ce serait terrible. Ce qui n'empêche pas de soutenir l'Ukraine comme nous le faisons. Dans les mots, financièrement. Vous n'avez pas voté donc le soutien à l'Ukraine. En tout cas, les députés français... Ce n'est pas le soutien à l'Ukraine. Et en même temps... soyons précis. Nous avons par exemple voté 50 milliards... En mars 2024, les députés LFI n'ont pas voté. Je n'ai pas rêvé Ce n'est pas un texte qui dit texto, on va soutenir l'Ukraine. C'est un texte qui a des implications très concrètes. Quand on fait de la diplomatie, Sonia Mabrouk, il faut être précis, il faut être concret. Quand on a voté au Parlement européen 50 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine, je l'ai voté. Quand il a fallu voter le gel des avoirs russes, je l'ai voté. Quand il a fallu voter un soutien logistique et humain,
je l'ai voté. Mais par contre, quand il s'agit de créer une escalade, quand il s'agit de mettre de côté l'issue diplomatique qui est nécessaire et auquel la France, l'Union européenne devront se résoudre, eh bien là, nous disons que l'Union européenne prend une fausse route si elle pense que seule l'issue militaire permettra de sortir de cette Sur guerre. le gel des avoirs russes, est-ce que vous êtes prête à aller plus loin, puisque certains, par exemple l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, affirment qu'il faudrait l'utiliser pour aider l'Ukraine, notamment dans la reconstruction. Je précise quand même que déjà l'Union européenne utilise les profits dégagés. Intérêts, tout à fait. Effectivement. Alors pourquoi ne pas utiliser cette manne ? Il y a plusieurs choses. D'abord, vous avez raison de dire qu'ils sont déjà gelés, ces avoirs, et qu'on utilise ces intérêts. C'est à peu près 3 milliards d'euros par an. Et ça, j'y suis favorable. J'ai voté pour au niveau européen. Sur la saisie des avoirs, ce qui est la deuxième étape, donc on confisque, entre guillemets, il y a différents types d'avoirs. Il y a les avoirs des oligarques et les avoirs de la Banque centrale de Russie. La question qui nous est posée, c'est comment le faire dans le cadre du droit international. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Et comment on le fait de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas de représailles de la Russie. Donc, ce n'est qu'un obstacle juridique pour vous, ce n'est pas une question de principe ? Il y a des obstacles juridiques, il y a des obstacles politiques pour éviter une escalade, mais je vais vous dire, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie totale. On parle de la saisie des avoirs russes, et dans le même temps, est-ce que vous savez, Sonia Mabrouk, que la France finance la Russie pour sa guerre ? Parce que la France est le premier importateur européen de gaz naturel liquéfié, du GNL. Les importations ont augmenté de 80% l'an dernier, et ça représente près de 3 milliards d'euros par an. Vous me direz tout à l'heure comment on peut diversifier. Si c'est par l'Algérie, par exemple, nous en parlerons. C'est une des pistes, et je pense qu'il faut aussi réduire notre utilisation de gaz naturel liquéfié, qui est par ailleurs pas très écologique. Manon Aubry, parce qu'il apparaît en tous les cas désormais urgent à tous les Européens d'augmenter leurs dépenses militaires pour se défendre, pour nous défendre, comme l'a rappelé hier Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen, Madame l'eurodéputée, explique qu'il est désormais impératif de le faire, et il va y avoir une flexibilité budgétaire. Vous dites chiche ? J'observe qu'il y a de la flexibilité budgétaire pour nos chars d'assaut, mais pas quand il est question des hôpitaux. Donc il y a quand même aujourd'hui une forme de géométrie variable dans les flexibilités budgétaires. Moi, vous savez, au Parlement européen, je me suis battue contre ces règles budgétaires qui, précisément, ne permettent pas de répondre à nos besoins. Moi, ce que je souhaite, plutôt qu'une économie de la guerre, c'est une économie de la paix qui est fondée sur nos besoins. Quels sont nos besoins ? Quels sont nos objectifs de guerre ? Quels sont nos objectifs sociaux, nos objectifs oui ou non, écologiques ? vous soutiendrez l'industrie d'armement française ? Mais c'est une question différente, Sonia Mabrouk, parce que là aussi, il y a une hypocrisie totale. L'industrie, tout le monde est hypocrite sur vous. Je suis là pour dire quelques vérités ce matin à votre antenne. Et vous savez, quand la France et l'Union européenne ont abandonné notre industrie française européenne. Je suis allée, il n'y a pas longtemps, en déplacement à côté de Grenoble, voir une entreprise qui s'appelle Arkema. Arkema, comme Vancorex, ce sont deux entreprises qui ont été abandonnées, qui servent notamment à la production de missiles balistiques pour le nucléaire. Ces entreprises, vous avez des salariés qui sont sur le carreau, l'État qui refuse de nationaliser, et dans le même temps, on dit on va réindustrialiser, alors que 50% de nos dépenses militaires en Europe servent à acheter des armes américaines. Non, on n'est pas d'accord, Sonia Mabrouk, puisque la France l'a abandonné. Les députés LFI ont voté contre le projet de loi de programmation militaire pour la période 2024-2030. Oui, et est-ce qu'il prévoyait une reprise en main de notre industrie militaire française et européenne ? Ben non, vous voyez la conséquence directe. Comment ça se fait qu'une entreprise... Attendez, c'est pour 2024-2030. La preuve par les faits. Comment ça se fait qu'une entreprise comme Arkema et Vancorex est en train de Alors, est-ce que vous engagez pour la suite à les soutenir ? Comment ça se fait ? Ces entreprises-là, évidemment. Comment ça se fait l'effort militaire aussi. Comment ça se fait ? Ce sont deux questions différentes. Oui, mais ma question porte sur l'effort militaire. L'industrie, de la même manière, pour produire des chars d'assaut, il faut de l'acier. Et pour avoir de l'acier, il faut des hauts fourneaux. Nous n'en avons plus que 4 en France qui sont là aussi en grande difficulté, et ArcelorMittal est en train de les abandonner. Donc il faut de la cohérence, il faut une reprise en main de l'État, une véritable planification. Et ensuite, pour l'effort budgétaire, il faut nous dire clairement, face à ces besoins, combien ça coûte, examiner combien ça coûte, et en toute hypothèse, je refuse que les Françaises et les Français aient à se sacrifier financièrement pour financer la guerre, qu'ils aient à travailler jusqu'à 70 ans, qu'ils aient à sacrifier leur protection sociale et leur protection... Nous avons des armées meurtries par des années de coupes budgétaires. Et notre pays dépense chaque année 4 fois plus pour la protection sociale de nos concitoyens que pour la défense
nationale. Ça, c'est un fait. Est-ce que demain, vous, et au Parlement européen, et vos camarades à l'Assemblée nationale, vous voterez pour ces projets de programmation militaire? Sonia Mabrouk, est-ce que vous savez que le budget des militaires a déjà été doublé ces 10 dernières années? Ce n'est pas suffisant, apparemment. Le président de la République l'a rappelé lui-même. Quand, dans le même temps, vous parlez des dépenses sociales, les dépenses sociales ont baissé. Donc aujourd'hui, je vous le redis, ce qu'il faut partir, c'est quels sont nos dépenses besoins. Sociales ont baissé 4 fois plus pour les dépenses sociales, mais on ne va pas rentrer dans une bataille de chiffres. Vous le voyez bien que le budget pour nos hôpitaux, le budget pour nos écoles, les remboursements en matière de santé, les Françaises et les Français l'expérimentent au quotidien, quand ils vont chez le médecin, quand ils achètent des médicaments. Tout coûte plus cher. On a repoussé l'âge de départ à la retraite. Donc, vous voyez bien, on demande des sacrifices sociaux aux Françaises et aux Français sans jamais mettre à contribution les plus riches et les grandes entreprises multinationales de notre pays. Moi, ce que je demande, c'est pas aux gens de payer en travaillant plus. Ce que je demande, c'est qu'on mette enfin à contribution, par exemple, les plus grands milliardaires. Si vous mettez à contribution d'une taxe de 2%, ceux qui ont plus de 100 millions d'euros. Donc, c'est pas les gens qui nous écoutent ce matin, sauf Bernard Arnault ou Vincent Bolloré. Vous n'augmenterez pas les impôts dans ce cas-là. C'est ce que vous dites. Il ne faut pas augmenter les impôts des Françaises et des Français qui travaillent. Il ne faut pas sacrifier. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette économie de la guerre, elle prépare une autre guerre, qui est une guerre sociale et qui est extrêmement dangereuse et à laquelle, oui, je m'opposerai de toutes mes forces. Ukraine, Russie, le président n'a pas parlé hier d'un autre dossier brûlant, qui est celui de l'Algérie. Je voudrais vous faire réagir aux propos de Rima Hassan. Est-ce que vous diriez, comme votre camarade, que l'Algérie est la Mecque des révolutionnaires et des libertés? La première partie de l'expression, elle est historique, mettons-la de côté. Est-ce que pour vous, l'Algérie est la Mecque des libertés? Écoutez, moi, je ne défends absolument pas le régime algérien qui viole régulièrement les droits humains. Et donc, vous avez deux positions bien différentes. Non, mais vous prenez une phrase sortie... je ne prends pas une phrase. Elle est essentielle. La Mecque des libertés. Une phrase sortie de son contexte. J'observe aussi par ailleurs qu'il y a un certain nombre d'attaques en grand nombre sur ma collègue Rima Hassan. On va en parler. Vous avez quand même des ministres qui demande la déchéance de nationalité d'une eurodéputée française, Rima Hassan. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de racisme dans ces attaques-là. Je peux vous rappeler la phrase de Rima Hassan? Racisme dans les attaques des ministres. Je parle des ministres ici. La lutte armée menée par le Hamas contre Israël, légitime du point de vue du droit international. Sonia Mabrouk. Sortez une phrase de son contexte. Madame Manon-Bril. Elle parlait de la lutte armée menée par le Hamas contre Israël, légitime du point de vue du droit international. Ouvrez les guillemets. J'ajoute, parce que je suis totalement objective, tout en précisant, fort heureusement j'allais dire, que les procédés comme les prises d'otages ou les exactions ne le sont pas. Je pense que de tout être... vous voyez. Vous plaisantez, j'espère. Non mais Sonia Mabrouk, elle dit une chose qui est évidente en droit international, que résister contre l'occupation est légitime, mais bien entendu, les actes du 7 octobre sont illégitimes. Ce sont des crimes de guerre. Elle l'a dit. Réécoutez l'interview dans son intégralité. Je l'ai fait hier 3 fois. La phrase, c'est la lutte armée menée par le Hamas contre Israël est légitime du point de vue international. J'en ai marre des attaques systématiques contre ma collègue parce que c'est une Française d'origine palestinienne qu'on renvoie toujours à ses origines et on ne peut pas dire que dans ces attaques-là, il n'y a pas une dimension de racisme. Vous auriez dit la même chose, vous auriez réagi de la même manière. Mais non, parce qu'il y a aujourd'hui une obsession contre ma collègue Rima Hassan qui a parlé la langue du droit international. Elle a redit, et je le redis ici à votre antenne, la langue du droit international est une langue de la trahison aujourd'hui. Non, les actes du... Non mais vous vous rendez compte? La trahison. Oui, je vous pose une question. La trahison, et vous parlez, vous reprenez les termes qui sont utilisés, y compris par les ministres, qui parlent de... Quand ai-je repris les termes? Je vous ai repris là, ce matin. De trahison, ce sont les termes qui sont utilisés, par des ministres. Je vous pose la question. Est-ce que parler de légitimité pour le Hamas, c'est une forme de trahison? Non, elle n'a pas parlé de légitimité pour le Hamas, elle a parlé de légitimité à la résistance à l'occupation. Vous le savez comme moi, par le Hamas. L'occupation israélienne viole le droit international. Que aujourd'hui, en droit international, le gouvernement israélien ne peut ni occuper la Cisjordanie, ni commettre des massacres de masse comme elle le fait dans la bande de Gaza. Est-ce que pour autant, les actes du 7 octobre commis par le Hamas sont légitimes en droit international? La réponse est non. Il y a d'ailleurs la Cour pénale internationale qui a lancé un mandat d'arrêt international contre des dirigeants du Hamas pour les crimes qui sont commis le 7 octobre, qui sont absolument
abjects, je vous le redis, qui sont abjects. En aucun cas, une prise d'otage n'est légitime. En aucun cas, le massacre de populations civiles est légitime. Et vous voyez, moi je parle la langue du droit international, une vie humaine, qu'elle soit israélienne ou qu'elle soit palestinienne, a la même valeur pour moi. Pour conclure, tandis que les députés insoumis, écologistes et socialistes se sont abstenus au moment du vote à la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée sur une proposition de résolution européenne appelant à la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Pour conclure, Manon Aubry, permettez-moi de finir avec une phrase, une citation de cet grand écrivain, Boualem Sansal. Il dit « Les plus dangereux sont ceux qui ne rêvent pas. Ils ont l'âme glacée ». Est-ce que vous pouvez peut-être se joindre et vous joindre à ce rêve qu'il soit libéré? Bien sûr, et je le redis à votre antenne, j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, y compris ici. Nous sommes en faveur de la libération de Boualem Sansal. Nous avons d'ailleurs déposé des amendements dans ce sens. La résolution que vous évoquez, elle ne parle pas simplement de la libération de Boualem Sansal, que je redis, nous soutenons. Elle vise à une montée des tensions avec l'Algérie, en menaçant l'accord entre l'Union européenne et l'Algérie. Et j'observe que d'ailleurs les socialistes et les écologistes qui nous donnaient des leçons au Parlement européen pour ne pas avoir voté la résolution pour les mêmes raisons, ne l'ont pas votée à l'Assemblée nationale, précisément en dénonçant cette montée des tensions qui, je pense, ne sera pas le meilleur moyen de ramener Boualem Sansal en France et de le libérer, ce que je souhaite. Comment vous le décrivez, Boualem Sansal? C'est un écrivain. C'est tout? Point à la ligne? Oui, c'est un écrivain qui n'a rien à faire dans une prison, comme l'ensemble des écrivains du monde entier. Vous l'avez qualifié d'extrême droite? Non, c'est pas la question qui est posée. C'est important. Il a bien le droit de raconter ce qu'il veut et je suis pour la liberté d'expression, la vôtre, la mienne et a fortiori celle des écrivains. Surtout quand il dit qu'il se bat contre l'islamisme. Mais oui, l'islamisme radical, c'est pas forcément une bonne chose. Par contre, pointer du doigt l'ensemble des personnes de confession musulmane juste pour être musulman, ça je le refuse, ça s'appelle du racisme. Ça l'est fait bien trop souvent dans le débat public et donc c'est pour ça qu'il faut faire. Quel rapport avec Boualem Sansal? Qu'il faut faire. C'est vous qui parlez d'islamisme, c'est pas moi. Moi j'ai pas parlé d'islamisme. Oui, je dis il se bat contre l'islamisme, mais vous dites qu'il l'utilise contre moi je me bats contre quand une religion est dévoyée, quelle que soit sa religion, pour atteindre les droits fondamentaux et ça vaut quelle que soit la religion. Alors, Boualem Sansal, algérien, français... Boualem Sansal doit être libéré, je viens de vous le dire et je vous le redis à cette antenne et j'espère qu'il le sera le plus rapidement possible et je vous le redis, on doit utiliser tous les canaux diplomatiques pour J'avais cela. dit une fois à Éric Coquerel en finissant ainsi que Rima Hassan appréciera. Merci. Mais elle est en faveur de la libération de Boualem Sansal. On l'entend Rima fort, Hassan, bien entendu. elle l'a dit à plusieurs reprises. Bien sûr. Elle l'a dit. Merci à vous. Merci à vous, bonne journée.